Il est 18h15, vous écoutez La Première et vous avez bien raison. Lundi politique, Gaël Le Dantec. Ils sont assez rares, les socialistes, à être restés macronistes, alors qu'Éric Cabarèche s'est clairement positionné dans l'opposition au président de la République et que le président de la CINOR, Gérald Maillot, a lui au contraire quitté le PS pour se mettre en marche. Le maire de Saint-Denis continue à jouer les équilibristes entre un parti qui se cherche encore une ligne et un président qui s'affiche de plus en plus à droite, très critique vis-à-vis du président de région qui par ailleurs lui aussi est de plus en plus Macron compatible. Notre invité affiche avec fierté les résultats dans sa commune avec toujours en avant des questions liées à l'éducation et à la jeunesse. Nous verrons avec lui ce qu'il en est également du transport, du logement, de l'emploi, de la sécurité. Nous lui demanderons aussi comment il vit cette polémique qui n'en finit pas avec les syndicats de policiers mécontents. Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, également conseiller régional et l'invité de Lundi Politique sur La Première, une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur notre site internet. Gilbert Annette, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité, il y a donc cette polémique qui ressurgit, que l'on croyait un peu éteinte avec certains syndicats de la police nationale. Ce week-end, sur le site internet Radar 974, un internaute traite les policiers de chiens en commentaire d'une photo de contrôle qui se passait rue Maréchal Leclerc. Indignation des syndicats de police, on les comprend. Et le syndicat Alliance dénonce une banalisation des attaques et des insultes à l'encontre des forces de l'ordre, y compris, dit un représentant d'Alliance, de la part de premiers magistrats d'une grande commune. On suppose que c'est de vous dont il s'agit. On rappelle que vous aviez déjà eu un souci avec les syndicats de police il y a quelques mois suite à des propos que vous aviez tenus. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec la police nationale? Non, d'abord, moi je respecte la police et bien sûr les policiers qui font un métier difficile. Je condamne ces insultes, ces propos. Je me suis déjà expliqué. Je crois que si Saint-Denis a aujourd'hui ce taux de délinquance, c'est-à-dire le plus faible taux des villes françaises de 150 000 habitants, des 20 villes françaises, 47 pour 1000, donc c'est un chiffre de qualité. Nous le devons notamment grâce au travail de la police. Donc moi, j'ai fait des remarques. Qu'est-ce que les syndicats de police ont contre vous ? Non, on a interprété, on a sorti de phrases que j'ai prononcées, que bien sûr je revendique, mais qui sont sorties de leur contexte. Je parlais du manque d'effectifs des policiers la nuit et du fait que nous avons été amenés à financer des médiateurs de nuit. Donc je me suis expliqué, j'ai été reçu tout à fait normalement par le directeur de la sécurité publique, Monsieur Lebon, qui m'a tout expliqué et tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de polémique. Moi je mets un point final à ces polémiques. Moi, je respecte la police. Nous travaillons avec les policiers tous les jours. Je vais augmenter le parc de vidéosurveillance. Je mets en place des ASVP. Non, ce sont des interprétations sorties du contexte. J'ai dit que dans le cadre, notamment, du projet Ambition, moi, je proposais aux jeunes d'ambitionner d'être commissaires. Et voilà, tout ça a été déformé. Ils ont pris ça pour, oui, mais c'était malvenu. Mauvaise considération des policiers de base. Oui, sauf que moi, j'ai un frère que j'aime beaucoup, qui est un grand syndicaliste et qui a fini sa carrière comme sous-brigadier, dont le fils est gardien de la paix avec un master, donc j'ai beaucoup de respect. Dans ma famille même, nous sommes des militaires et des policiers, donc tout ça est malvenu. Hein. Je mets un point final parce que je continue à travailler avec la police pour les résultats et je condamne bien sûr ceux qui malmènent, qui insultent les policiers, mais pas que, les pompiers, ceux qui interviennent avec les ambulances, etc. Ils viennent secourir la population, aider la population, ils doivent être respectés. Justement, en dehors de cette polémique, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous pouvez rencontrer sur Saint-Denis en termes de sécurité? On parle de rodéo, on parle, vous disiez, de fois d'intervention de policiers qui sont caillassés ou de pompiers. Comment est-ce que, en tant que maire, vous pouvez intervenir là-dessus? Écoutez, d'abord, moi, je suis en train de recruter ce qu'on appelle les agents surveillants de l'espace public, des ASVP. J'en recrute 18, 2 par secteur, de 9 secteurs, qui vont avoir en charge tout au long de la journée de veiller au respect de l'espace public, d'abord du stationnement, mais de l'environnement également, hein, puisque nous veillons à la propreté. Pour nous, la propreté dans la ville, c'est important. Donc, ces personnes-là pourront verbaliser les contrevenants
y compris les bailleurs sociaux qui laissent sur des terrains leur appartenant des encombrants, des choses comme ça, et ils vont veiller à une nouvelle nuisance qui est la nuisance sonore, le bruit. Il y a un manque de respect, il y a beaucoup. Donc nous avons renforcé ce corps, donc nous dépensons de l'argent. Nous avons bien sûr toute une politique de prévention de la délinquance avec des associations. Nous travaillons avec aussi cette vidéosurveillance pour régulariser. Donc nous faisons un effort, mais je le répète, les chiffres des 5 premiers mois, c'est important. Eh bien, la délinquance est en baisse sur Seny entre janvier et mai sur l'année 2017 de moins 23%. C'est important sur un chiffre 2017 qui était en baisse de 8%. Donc, je ne veux pas qu'on se trompe. C'est plus un problème d'incivilité qu'on a à Saint-Denis. Non, oui, il y a des infidélités, il y a de la délinquance, bien sûr. Et puis, il y a des faits cruels, vous savez, ce sont les faits de violence intramuros, etc., qui font partie, mais qui sont des faits scandaleux, dramatiques, mais qui, heureusement, ne sont pas nombreux. Quand on parle de la délinquance, on globalise l'ensemble des actes de délinquance, des délits notamment, et l'on voit que le nombre de délits à Saint-Denis est nettement inférieur de celui de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Lille. Donc voilà, il y a de la délinquance, on travaille beaucoup, mais vous savez bien qu'il y a 2 actions, il y a la répression et il y a la prévention, et la prévention c'est lié à l'éducation. Donc on fait un gros travail dans les écoles autour de l'éducation des jeunes. Voilà, je voulais venir justement parce que lutter contre l'insécurité, c'est d'abord probablement lutter pour l'éducation, pour l'emploi, pour l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes. Vaste programme évidemment dans votre politique municipale. Avant de détailler certains points, je voudrais bien avoir votre vision d'ensemble du problème. En tant que maire, quels sont les objectifs que vous pouvez vous fixer finalement pour l'épanouissement de ces jeunes? Sur quoi est-ce que vous avez la main? Écoutez, d'abord, nous accompagnons l'éducation nationale. Qui lance par exemple le programme dédoublement des CP, des CE1. Donc nous avons été tout de suite volontaires et nous avons même anticipé, on en fait plus. Donc nous, toutes dans les écoles de ce qu'on appelle l'éducation prioritaire, REP plus et REP, nous allons avoir des CP à 12 et des CE1 à 12. Donc ça c'est fantastique puisque le rectorat met des enseignants. Un enseignant pour 12 élèves est plus efficace et ça va aider à l'échec scolaire. Donc nous nous équipons, nous faisons les classes, nous équipons et nous livrons à l'éducation nationale. Nous faisons notre grand programme qui est de transformer nos écoles en écoles numériques. Donc nous sommes en train de faire toutes les écoles primaires de cette 44 écoles, en 2019, auront le label école numérique, avec bien sûr des réseaux, il faut brancher, et ensuite il faut des tableaux numériques, des tablettes, tout un équipement numérique, et ensuite l'éducation nationale forme les enseignants à la pédagogie du numérique. Donc ça, c'est l'aspect accompagnement de l'éducation nationale, mais nous, à côté de ça, nous avons sans doute un des plus ambitieux programme d'accompagnement dans les activités périscolaires. Vous le savez, nous avons eu d'abord dès le départ un plan anglais, grande section maternelle, CP, CE1, nous offrons, écoutez bien, 200 intervenants d'anglais quand la région oui, qui vous avait avez un été plan très anglais, critique sur le plan anglais de la région. parce qu'il fallait l'être, parce que quand le président de la région annonce en 2015 à la Mare à Citron qu'il va lancer un grand plan ambitieux, que c'est nécessaire d'apprendre l'anglais aux jeunes réunionnais parce que c'est une nécessité mondiale, et qu'il n'engage que 20 assistants de langue, alors que Saint-Denis, la commune de Saint-Denis en a engagé 200. C'est dire que son plan est limité, modeste, ridicule même. Vous arrivez à mesurer l'impact de votre plan. Après, il arrête le plan anglais, c'est catastrophique. Soit l'anglais est vraiment nécessaire aux jeunes rayonnés, moi je crois, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas jeter ce plan, abandonner nos enfants. Moi, je continue et ça fait 10 ans. Est-ce que vous pouvez mesurer le résultat de ce que vous faites justement dans ce plan anglais? Parce que voilà, c'est bien de mettre des moyens, mais est-ce qu'à un moment on peut mesurer? Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Voilà, est-ce que les jeunes dionysiens deviennent bilingues? Voilà, ils sont en train, ça fait 10 ans, nous allons fêter ces 10 ans, là, mercredi et jeudi, je donne rendez-vous notamment aux parents, aux enseignants, à la Cité des Arts, puisque nous rassemblons beaucoup d'ateliers et nous présentons ces résultats. Du projet éducatif global. Voilà, projet éducatif global, dont l'anglais, le savoir parler anglais, est une des actions importantes, puisque nous l'avons généralisé. Alors, effectivement, la difficulté, c'est d'évaluer l'impact, puisque ensuite, ce que nous faisons est repris par l'éducation nationale. Ces élèves
élèves qui ont fait anglais en CP, en CE1, ils sont repris en CE2, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, l'éducation nationale a généralisé, a anticipé l'apprentissage de l'anglais. À mon époque et à la vôtre sans doute, on faisait l'anglais en 6e. Aujourd'hui, on commence en CE2, CM1, CE1. Donc c'est repris, mais l'objectif, c'est qu'à 18-20 ans, les enfants parlent anglais. Ils passent notamment un examen qui permet d'étudier dans les universités anglaises, qui est le TOEFL. Donc nous voulons qu'un grand nombre, le plus grand nombre possible, et que demain, eh bien, les Réunionnais parlent anglais de façon à pouvoir mieux se battre dans le cadre de la mondialisation de l'économie, dans le cadre du développement touristique. Vous avez été très critique vis-à-vis du plan anglais de la région. Vous avez été également très critique sur l'absence de résultats dans la lutte contre l'illettrisme. Mais à votre niveau, à Saint-Denis, qu'est-ce que... alors certes, les enfants apprennent l'anglais, mais le taux de jeunes illettrés, lui, ne baisse pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas ou qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc nous savons que l'illettrisme, il y a deux sources. Il y a d'abord les anciens qui ne sont pas allés à l'école, puisque le taux d'illettrisme dans les 60-65 ans est de près de 40%, 39%. Ça, c'est le résultat du passé. Mais aujourd'hui, la catastrophe, c'est que les enfants de la Réunion qui sortent du système scolaire, 2000 sont considérés comme illettrés 5 ans après. Donc, il faut lutter, et c'est pour ça que nous faisons évidemment ce plan éducatif pour mettre la meilleure éducation possible dès la maternelle CP, améliorer la performance à l'école pour que ces enfants, quand ils quittent à 18 ou 16 ans, ne deviennent pas 4 ans ou 5 ans après des illettrés. Et ce travail-là, ce sont les activités périscolaires. Nous avons généralisé le yoga à l'école, savoir nager, le théâtre, la musique, beaucoup d'activités, les échecs, pour apprendre à se concentrer. Donc, nous apportons tout un complément éducatif pour que l'enfant soit bien, qu'il étudie bien, le suivi des devoirs, etc., pour que l'échec scolaire soit réduit. Mais ça, évidemment, la ville intervient en complément de l'éducation nationale. C'est d'abord la tâche de l'éducation nationale et des parents. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants et nous apportons ce que aucune commune fait, aucune ville fait en France. Donc moi, je suis très fier parce que, pourquoi? Je vais vous dire. Moi, j'ai plus qu'une conviction. J'ai la foi dans l'éducation. Vous savez, moi-même, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bonne éducation, puisque j'ai quitté mes parents à 12 ans, je suis allé en métropole, et donc je sais que c'est ça l'essentiel, c'est l'éducation. Et il faut, pour la Réunion, il n'y aura pas d'avenir à la Réunion, tout le reste est inutile, ne sert à rien si on ne réussit pas l'éducation. L'éducation est fondamentale. Il n'y a pas de développement économique sans des acteurs économiques développés, puisque c'est d'abord une compétition d'hommes et de femmes, l'économie. Et si vous n'avez pas des acteurs développés, instruits, cultivés, capables de sentir les choses, de mener à bien des projets, il n'y aura pas de développement économique. Donc, l'éducation, c'est essentiel, c'est primordial, et nous mettons le paquet à Saint-Denis. Alors, vous mettez le paquet notamment sur tout ce qui est activité périscolaire. On était sur une semaine de 5 jours. Les parents ont voté, ils veulent retourner à la semaine de 4 jours. Vous regrettez un peu parce que oui, vous étiez assez favorable au système précédent. Oui, je ne l'étais pas en tant que spécialiste parce que j'ai lu et j'ai vu que ce qu'on appelait les chronobiologistes, les médecins qui étudient la capacité de concentration des enfants, la meilleure période d'études pour les enfants, considéraient que aujourd'hui en France, les journées d'école sont trop longues. Et il y a trop de vacances. Et à l'image de ce qui se fait en Finlande, au Danemark, dans les pays du Nord, où il y a des bons résultats, ils considèrent qu'il faut raccourcir la journée et faire plus de journées. Bon, les parents ont décidé autrement, 80%. Moi, j'ai mon idée, mais je suis aussi un démocrate et je me suis plié aux vœux des parents qui ont voté à 80% pour la semaine de 4 jours. Donc, nous allons nous organiser pour faire la semaine de 4 jours. Ce qui va mettre en cause les activités en fin de journée, là, vers 4h, 4h30. Donc, elles vont être supprimées. Elles vont être supprimées. Nous allons essayer de les remplacer dans la pause méridienne, en partie. Et nous travaillons, puisque le ministre de l'Éducation a donné un moyen supplémentaire pour organiser des activités le mercredi. Donc, nous sommes en train de travailler. Il double presque la subvention pour oui, mais ça reste peu par rapport au coût. 1 euro de l'heure par enfant, c'est peu. Donc, nous sommes en train de travailler nos services pour voir qu'est-ce que nous pourrons faire de plus avec ce crédit, parce que pour nous, les activités périscolaires, notamment les arts, la musique, le théâtre, sont indispensables à l'épanouissement des enfants.
On le sait, le gouvernement a aussi opté pour moins d'emplois aidés, ou en tout cas pour une réforme des emplois aidés qui va aboutir forcément à la fin à moins d'emplois aidés, puisqu'il faut le financement des collectivités est plus important. Ça veut dire pour vous moins d'animateurs, moins d'assistantes maternelles? Oui, nous avons dans notre... Ça veut dire au niveau de l'éducation, ça va être un peu plus compliqué. Dans les écoles, nous avions en gros 650 contrats aidés. Nous n'aurons à la rentrée que 450 PEC, puisque les CEI, CAE... Parcours emploi compétences. Ouais, mais qui sont moins financés à 50% quand les autres étaient à 80%. Donc, ça demande de la part de la commune un effort budgétaire supplémentaire, surtout dans un contexte où l'État limite la progression de nos dépenses à plus 1,2. Donc, c'est quand même la quadrature du cercle. Nous nous battons avec notre direction générale et nous sommes en train d'essayer d'inventer. Les arbitrages, ils sont très difficiles, ils sont douloureux. Qui est-ce qui va... sentir passer le... Non, écoutez, nous allons supprimer un certain nombre d'actions, réduire en tous les cas, lesquelles, étaler. Par exemple nous sommes en train de travailler sur tout ce qui est un petit peu les grandes festivités. Nous avons diminué de 25% les grandes fêtes. Les budgets du 14 juillet, du 20 décembre ont été diminués parce que nous n'avons pas les moyens de faire ce que nous faisions. Donc, nous passons de 4 millions à 3 millions. Donc, c'est 1 million de moins. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de dispositifs, les heures supplémentaires. Bien sûr, nous avons supprimé, je l'ai déjà dit, les voitures de fonction. On a gagné de l'argent. Nous supprimons un certain nombre de dépenses. Nous réduisons un certain nombre de frais pour pouvoir maintenir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'éducation. C'est bien sûr... Vous allez pouvoir maintenir le même niveau en termes d'éducation? En termes d'éducation, nous l'espérons. Pour aujourd'hui, mais difficile parce que nous avons un dispositif que nous n'avons pas bien utilisé, ce sont les services civiques. Nous avions une centaine de services civiques. Je pense que nous avons mal appréhendé ce dispositif. On l'a considéré un peu comme un emploi aidé jeune. Or, c'est autre chose, c'est un engagement. Donc, on veut lui redonner du sens, rajouter quelques moyens. C'est de la main-d'œuvre pas chère? Certains pensaient ça, mais je pense que non, ce sont des jeunes qui s'engagent à 20 ans, qui veulent servir leur collectivité. Donc nous allons leur apporter un encadrement, créer un esprit de promotion, les accompagner avec des aides complémentaires en termes de je dirais, gratuité dans les transports, cantine scolaire gratuite, pour les mobiliser aussi, et puis leur apporter un complément, je dirais, sur leur propre formation. Mais on va utiliser, on espère, 300 services civiques au lieu de 100, à condition de pouvoir les capter. Pour l'instant, nous avons eu du mal à engager les services civiques, donc on va entreprendre une campagne de recrutement des services civiques en améliorant le dispositif. Gilles Barnett, au-delà de l'éducation, les jeunes, moins jeunes d'ailleurs, ont besoin d'activités, de loisirs, de culture. On a un peu le sentiment que la ville de Saint-Denis est un peu endormie, en dehors de certains quartiers. Le soir, c'est un peu... On va dire quoi, c'est un peu mort. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les Dionysiens ont accès à de la culture, à de l'activité artistique, à du sport dans tous les quartiers et à tous les moments? Non, en tous les cas, en matière de sport, la ville se porte très très bien. Nous avons glané de nombreux titres. Je reçois régulièrement, j'ai reçu les volleyeurs, filles, garçons qui sont championnes de la Réunion. Nous avons une équipe UNSS qui est championne de France en danse. Du collège des Mascareilles. Nous avons de nombreux lauréats nationaux, internationaux. Le sport va très bien à Saint-Denis dans sa diversité. Alors en matière artistique, culturelle, donc nous avons un outil qui est quand même très dynamique. C'est la Cité des Arts où il y a une animation. C'est vrai que dans la ville, en termes d'animation nocturne, nous étions un peu au ralenti et les choses s'améliorent. Elles vont s'améliorer sensiblement puisque le multiplex cinéma, par exemple, va démarrer le mois prochain, mois de juillet. Donc c'est un projet pour lequel nous sommes battus. Donc nous aurons un multiplex à l'entrée de Saint-Denis. Un certain nombre de projets d'animation nocturne sur le centre-ville vont connaître un développement. Je parle de ce qu'on appelle communément la Villa du Général qui redémarre. Sur le front de mer, là où il y avait les récréateurs, nous sommes en train d'attribuer cet équipement. Ça sera quoi? Alors, je préfère attendre encore parce que le projet a été arrêté, mais je voudrais rencontrer le promoteur pour bien mesurer. Mais ça sera un indice. Comment? Un indice?
C'est quelque chose qui fonctionne très bien à Saint-Pierre, hein, autour de la bière, du vin, enfin c'est autour de ça, hein, mais quelque chose de qualité. Et il y a un projet autour des Trois Brasseurs, autour d'une rhumerie, hein, parce que c'est quelque chose qui faisait défaut à La Réunion, avec de la gastronomie réunionnaise, donc un beau projet. Mais là, il fallait un promoteur qui soit capable de relever le défi, parce qu'il y a 1,5 million de travaux, hein, avant de commencer à exploiter. Donc nous sommes en train de mettre la dernière main. Donc Sany va s'animer davantage. Vous avez vu le quartier de la cathédrale, qui est un quartier qui fonctionne, on est en train de démarrer. Donc, Sany n'est plus ce qu'était Sany il y a 5-10 ans, mais il y a encore de la marge et nous travaillons là-dessus avec les professionnels et les choses avancent parce que ce que nous voulons, c'est à la fois de l'animation, mais de la sécurité. Un mot de l'Aquanor. On sait que l'infrastructure a traversé quelques difficultés financières. On en est où là ? Écoutez, vous savez que l'Aquanor, c'est un équipement qui dépend de la Sinor, mais je sais qu'ils ont toujours du mal à trouver la bonne vitesse de croisière qui permet de dégager des marges, de gagner de l'argent. Hein. C'est un outil, il faut l'exploiter au mieux. Donc, il faut que la formule restauration, il faut remplir, il faut des entrées avec un tarif qui est un tarif évidemment bon marché, puisque notre tarif, il est 3 fois moins cher que le tarif du privé. Mais pour l'instant, je sais que l'équilibre est difficile, donc il faut. L'équilibre sont les acteurs économiques qui prennent l'outil, donc c'est à eux à inventer les pouvoirs publics ont leur mot à dire. Oui, dans le choix de l'acteur, puisqu'il y a un appel à projet, mais ensuite quand celui qui a gagné l'appel à projet, il lui appartient de trouver les recettes pour faire fonctionner, équilibrer. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'équilibre n'est toujours pas trouvé, donc il faut continuer. Ça vous inquiète ? Oui, c'est pas rassurant qu'un bel outil comme ça n'arrive pas à être exploité avec des marges et gagner. Donc il faut inventer les formules. Là, on est dans le domaine privé de la compétition à travers tous les acteurs économiques, dans la restauration, dans l'animation nocturne. Donc il faut que les responsables soient plus inventifs et arrivent à équilibrer, à gagner de l'argent. Le chômage est en légère baisse, on va dire, ces dernières années. Parce que si on regarde sur les 10 dernières années, en légère baisse à La Réunion, malgré tout, il reste très élevé. Hein, on est à 23%. Voilà, on est à 23%. Ça veut dire des perspectives compliquées pour les jeunes, même ceux qui, grâce au système éducatif, peuvent en sortir diplômés et armés. Ça reste très compliqué. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes ? On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur l'emploi, dans le cadre du débat du mardi, et en gros, ce qu'il en sortait, c'est qu'il y a une partie des jeunes, ils doivent partir. Ils doivent aller chercher du travail en métropole. Alors, il y a deux choses. Est-ce que vous diriez ça aussi, ou est-ce que vous êtes confiant dans la possibilité pour La Réunion ou pour Saint-Denis d'offrir demain de l'emploi ? Oui, attendez, il y a deux choses. Hein. D'abord, le chômage est grave. Hein. C'est le problème numéro 1 de La Réunion depuis très longtemps et on n'en est pas sorti. Et il faut continuer à se battre. Sauf que le chômage, globalement, il était à 30% il y a quelques années. Il est à 23%, c'est trop quand il est en métropole autour de 9%. Donc nous sommes sans doute une des régions les plus sinistrées. C'est un cauchemar et je regrette que le gouvernement ne prenne pas la mesure de ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des dispositifs particuliers, que la réforme des contrats aidés n'ait pas été appliquée avec plus de souplesse à La Réunion, parce que nous sommes sinistrés et que en métropole... Parce que ces emplois aidés qui disparaissent vont augmenter finalement. Bien sûr, les chiffres. Ils sont dans les chiffres. Parce qu'en métropole, quelle est la différence ? Quand vous êtes chômeur dans le 93, vous allez dans le 92, vous allez dans le 75, vous prenez le RER, etc. Nous, c'est pas pareil. Il faut partir, il faut prendre l'avion. Donc, notre situation est très compliquée. Et la raison, bien sûr, il y a un développement économique correct. Souvent, notre croissance est supérieure à la croissance en métropole. 3%, quand là-bas, c'est 1,5%. Donc, on avance, sauf qu'il y a une démographie, il y a une arrivée de jeunes proportionnellement beaucoup plus nombreuses à La Réunion qu'en métropole. Mais ce que je veux dire, c'est que Sany, quand le chômage est à 23% à La Réunion, le chômage est à Sany à 19%. Donc c'est beaucoup mieux que dans les autres communes de La Réunion, mais ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Et nous travaillons, bien sûr, et c'est pas moi qui dirait aux jeunes qu'il ne faut pas partir. Au contraire, moi-même, je suis parti, et dans ma famille, pratiquement tout le monde est parti. Certains sont revenus, d'autres sont restés. Donc La Réunion, avec ces jeunes, ne peut pas offrir à tous les jeunes un emploi
correct, un bon emploi à La Réunion. Donc une partie est appelée à partir. Mais il faut partir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien armé, avec des qualifications et avec une ambition. Parce que il n'y a pas que la France, il y a le monde, il faut se former et aller chercher le bon emploi. Donc ça, c'est normal. Mais il faut aussi que les jeunes et que le système prépare les jeunes aux emplois disponibles. Parce que le problème, c'est que les entreprises disent aussi ne pas trouver localement la main-d'œuvre dont elle a besoin quand elle a besoin. Donc là, il y a une forme de décalage entre la formation, l'appareil de formation et les besoins des entreprises. Donc là, je crois qu'il y a un vrai champ. Il faut mieux rapprocher à la fois le monde économique et l'appareil de formation pour ajuster la formation aux besoins des entreprises. Il y a encore trop d'emplois qui échappent aux jeunes demandeurs d'emploi à La Réunion parce qu'ils ne sont pas, ils correspondent pas au profil des emplois. Donc là, il y a un effort à faire, mais vraisemblablement, et moi bien sûr je le sais et je considère que c'est normal, une partie de notre jeunesse devra partir parce qu'elle n'aura pas d'emploi ici. Un mot de la situation du transport. Alors ça fait partie des attributions plutôt des intercommunalités aujourd'hui, voire de la région. Malgré tout, en tant que maire de Saint-Denis, vous avez votre mot à dire. Alors, on disait parce que vous êtes arrivé très en avance par peur des embouteillages. Finalement, ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais c'est un peu exceptionnel. Aujourd'hui, ça circule bien, mais c'est pas tous les jours comme ça. On sent qu'on arrive en fin d'année, peut-être. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin circuler normalement dans Saint-Denis et ailleurs ? Le projet de la nouvelle entrée ouest, les téléphériques, tout ça c'est dans les cartons ou est-ce que ça commence à sortir de terre ? Il y a plusieurs choses. Je crois que la situation elle s'empire pour une raison simple, c'est que à La Réunion tous les ans on importe 25 000 voitures et qu'à Saint-Denis il y a tous les ans 15 km de voitures supplémentaires alignées. Donc sur 10 ans, ça représente 150 km. Et vous voyez bien qu'on ne veut pas bouleverser les réseaux de route. Donc comment expliquer, excusez-moi, mais 5% seulement des Réunionnais utilisent les transports en commun. Et c'est vraiment ceux qui n'ont pas le choix. Absolument, donc il faut améliorer, rendre attractif. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous voulons changer la mentalité des jeunes. Comment ? En faisant le transport en commun gratuit. Dès 18 ans, ça coûte cher. Et là, nous avons fait 18 jusqu'à 11 ans. Et cette année, à la rentrée, nous allons faire 9-10 ans. Et l'année prochaine, 8, 7, 6 ans. Donc, à Saint-Denis, pour changer les mentalités, pour familiariser les jeunes avec le transport commun, nous le rendons gratuit pour tout le monde. Il y a près de 12 000 jeunes. Aujourd'hui, vous considérez qu'il est fiable ? Il est fiable, il peut toujours être amélioré, toujours des embouteillages. Donc nous savons que pour le rendre encore plus attractif, il faut faire des couloirs protégés, c'est ce qu'on appelle le TCSP. Ça n'est pas facile, parce que ça contrevient à d'autres, etc. Mais nous nous battons et nous affirmons que la solution, c'est le transport en commun, qu'il faut lutter contre le tout voiture individuelle. Donc ça, c'est l'axe. Ensuite, c'est quoi ? C'est le transport par câble, téléphérique. Et vous le savez que, et je salue Gérald Maillot qui se bat, qui se rend président de la CINOR. Le président de la CINOR qui va sortir le premier téléphérique, un des plus grands de France, 2,5 km, 5 stations entre Bois-de-Nef et Le Chaudron. Ça prend corps, il y a des difficultés. Il y a toujours ici et là, ça coince, mais je connais son énergie, sa volonté, et je l'accompagne, bien sûr, puisque c'est à Saint-Denis, c'est pour Saint-Denis. Donc la première ligne, probablement sera arrivée fin 2019, sera livrée, et ensuite suivra une année après ou 2 ans la ligne Montagne-Belle-Pierre et d'autres lignes. Donc le transport, bien sûr, téléphérique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la nouvelle entrée ouest sera... ça va ressembler à quoi ? Parce qu'on a entendu Didier Robert dire voilà, la nouvelle route du littoral, elle va arriver à Saint-Denis en même temps que la nouvelle entrée ouest va être la première aménagée. La première partie de la nouvelle entrée ouest, c'est-à-dire entre le rond-point devant la caserne et la rue de Paris, ça s'est engagé, c'est sous maîtrise d'ouvrage de la région et c'est parti. Ensuite, le grand projet du souterrain, etc. C'est encore à l'étude. Non, les études se font. Il y a une convention avec l'État, la région et la mairie de Saint-Denis, mais une partie du financement dépend du plan européen 2020-26. Donc il y a quand même, nous voulons le faire. Ça remplit, je dirais, les conditions pour être éligible, mais ça n'est pas fait. Mais nous allons nous battre pour ça et d'autres projets. Comme intermède musical, vous avez choisi Gilbert Annette, Bâtard Cité de Daniel Waro. On l'écoute. Pas blanc, non, moins pas noir, t'as pas moins si mon l'histoire, toti caviar malouba, moins nation ban franc bâtard, toti caviar malouba, moins nation ban franc bâtard.
à tuer si tu veux, c'est à tuer si tu veux. Ton blanchité, gagne à tuer si tu veux, c'est à tuer si tu veux. Ton francité, moi-même n'a pas besoin de roudir, moi faible mon qualité. T'es pas du coup la terre, somme toute mon batacité. Moi-même n'a pas besoin de roudir, moi goble mon qualité. T'es pas du coup la terre, somme toute mon rayonnesté. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon batacité. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon rayonnesté. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. J'espère que Daniel Waro nous excusera de ne pas écouter sa chanson en entier. On la connaît, on a l'occasion de l'écouter à d'autres moments sur notre antenne. Gilbert Annette, vous avez choisi Bâtard Cité de Daniel Waro, pourquoi ? J'aime beaucoup, bien sûr, Daniel Waro. J'aime surtout le sens, le contenu, les messages. Et parce que j'adhère, bien sûr, à cette vision de la Réunion métisse, à ce message antiraciste. Et je crois qu'il est d'actualité. Il faut le professer, il faut le défendre. Il est d'actualité parce que il est menacé ici à La Réunion ou en Europe en général ? Non, dans le monde, à La Réunion également, hein, contrairement à ce qu'on dit. Moi, j'entends ici et là des propos racistes. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Il faut surtout qu'on apporte des réponses sensées, qu'on explique. Le racisme, ça a des fondements, un fondement intellectuel, et donc il faut l'antithèse, il faut combattre, il faut tordre le cou, mais avec des arguments. Il ne s'agit pas de rejeter les racistes, il faut condamner, se battre contre le racisme, contre la philosophie, contre l'idée du racisme, contre les principes. Et moi, j'invite autour de moi, et je mène ce combat, et à La Réunion, il y a un racisme anti-malgache, anti-comorien, anti-mahorais, Vous l'entendez ? Ah oui, je l'entends. Je l'entends dans la rue. Ouais. Ah oui, j'arrive et je suis outré, je suis scandalisé et je mets en garde ceux qui sont autour de moi pour qu'ils ne soient pas passifs, ils ne soient pas complices, si vous voulez, quand ils l'entendent, qu'ils osent contredire, qu'ils osent réagir, parce qu'il ne faut pas banaliser le racisme. On a le sentiment que en Europe en ce moment, Emmanuel Macron parle de lèpre nationaliste. Ça vous inquiète ce qui se passe là-bas ? Je suis très inquiet, pas qu'en Europe bien sûr, mais dans le monde. Je pense que la situation internationale se dégrade, en Europe également, avec ce qui s'est passé bien entendu en Italie, mais partout, en Hongrie, en Pologne. Je vois, comme tous les Français et les Européens, monter le populisme et le nationalisme. Et moi je suis un militant anti-populiste, anti-nationaliste, je suis un socialiste, je me bats pour des valeurs universelles de tolérance, de respect, de solidarité. Et bien sûr, le populisme est à l'inverse de ça, le nationalisme. Et moi, je suis internationaliste et je souffre de ça. Mais je vois bien que nos adversaires gagnent du terrain, qu'une frange de la population de plus en plus importante est gagnée par ces idées. Donc c'est sans doute aussi le prix à payer pour une forme d'échec de l'Europe. L'Europe n'a pas relevé, n'a pas su faire. Donc aujourd'hui, il faut se reprendre, il faut trouver des réponses positives pour ne pas désespérer les Européens et par dépit se réfugier dans le sectarisme, le rejet des autres, le nationalisme. C'est un vrai danger. Est-ce que c'est la peur de ce populisme ambiant qui a fait qu'Emmanuel Macron a pas proposé d'accueillir ce bateau de réfugiés, l'Aquarius, qui errait en Méditerranée ? Emmanuel Macron qui a critiqué l'Italie pour pas l'avoir accueilli, mais qui n'a pas proposé non plus de l'accueillir sur sa route entre la Méditerranée et l'Espagne. Oui, moi je suis déçu de la frilosité du gouvernement français, mais je pense qu'elle est à l'image du peuple français. Je pense qu'Emmanuel Macron, en la matière, mais il a tort, fait ce que les Français ressentent. Ils sont très frileux, ils sont repliés, ils ont peur. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais je trouve que face à cette catastrophe, à ces naufragés, il faut que le sentiment humaniste, l'humanité prenne le dessus avant même la loi, avant ces calculs politiciens. Donc je pense qu'il a mal fait, contrairement au responsable socialiste espagnol qui a eu la bonne démarche. Et j'ai été agréablement surpris d'entendre des mots d'encouragement des Espagnols qui adhéraient plutôt à cette démarche. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas renoncer, il faut relever le gant, il faut se battre. Vous êtes toujours socialiste ? Oui.
j'ai adhéré en 1971 au congrès d'Épinay avec François Mitterrand. Donc je suis socialiste, je suis un militant, j'ai consacré ma vie. Est-ce qu'on peut être socialiste et avoir soutenu Macron comme vous l'avez fait? Est-ce qu'il n'y a pas un moment un petit problème de grand facile. Écart? Oui, ça n'est pas facile. Vous l'avez parlé d'équilibre, c'est vrai, parce que moi j'ai soutenu Macron dans un contexte qui était pour moi le risque soit du Front National que je rejetais, les Républicains aussi, parce que pour moi Fillon c'était ultra-libéral, c'était plus aucun contrat, c'était la TVA sociale, enfin une catastrophe, ou même ce que j'appelle la gauche protestataire de Mélenchon, que je trouvais dangereuse. Donc moi j'ai choisi le projet qui me paraissait un projet de réforme. Mais je constate aussi que ce projet que j'ai soutenu, le président que j'ai soutenu, aujourd'hui... Vous en parlez au passé? Non. Vous le soutenez toujours? Oui, je soutiens tout en sachant que c'est de plus en plus difficile, que mon parti, évidemment, à juste titre, est très critique pour ce début de mandat. Vous auriez pu même être exclu du parti pour avoir soutenu Emmanuel Macron. Oui, il appartenait à mon parti de faire ce qu'il est bon, mais je continue à être membre du parti dans une position un peu en retrait et à penser que ces réformes sont les réformes d'un premier temps, qu'elles sont nécessaires pour pouvoir, je dirais, connaître une croissance et ensuite engager la phase plus sociale. Donc, je l'espère. Donc, je pense et j'approuve cette démarche qui commence par donner des gages au monde économique en espérant que la croissance sera au rendez-vous et qu'on pourra mieux partager les fruits de la croissance. Donc je pense que ce sont des efforts nécessaires parce que je considère que la France a vécu au-dessus de ses moyens en empruntant massivement, que les comptes étaient dégradés, qu'il fallait du courage pour établir l'équilibre des comptes et ensuite à obtenir une croissance économique qui offre à la France des moyens. Supprimer des impôts qui pesaient sur les entrepreneurs les plus riches et demander aux collectivités comme la vôtre de se serrer la ceinture, vous trouvez ça normal ? Non, je ne veux pas avoir cette lecture. Je pense qu'il faut avoir un dispositif fiscal, notamment sur l'entreprise, qui soit équivalent à ce que font nos concurrents voisins européens. Donc nous sommes en compétition, donc il ne faut pas non plus être naïf ou angélique. Il faut avoir une fiscalité qui fasse que nos chefs d'entreprise n'aillent pas en Allemagne ou en Europe de l'Est parce que rester en France, ce n'est pas bien. Et à créer des emplois ailleurs. Donc je pense que là, c'est dur, mais on ne peut pas faire autrement que de s'aligner sur nos concurrents, nos compétiteurs. Sinon, on perd des emplois, nos entreprises se délocalisent ailleurs, et ce sont les Français qui souffrent. Donc je pense que c'est une politique difficile, mais qu'on doit la mener. Ce que je trouve parfois, il y a des gestes symboliques qui sont absents, et on n'explique pas assez, et on ne s'engage pas assez dans je dirais, ce qu'on prévoit pour la deuxième phase. Comment on va distribuer les fruits de la croissance? Qui va en bénéficier? Et moi, je reste attentif, bien sûr, à la solidarité. Je souhaite que les Français qui souffrent le plus, les petits, les gens en difficulté, excusez-moi, mais encore le discours ambiant du côté du gouvernement, on a plutôt l'impression que c'est pas pour demain la redistribution. On parle de trop d'aide sociale. Ça risque de continuer à être un peu compliqué, là, non? Oui, bon, c'est une lecture. On parle d'inefficacité des aides sociales dans leur ensemble. C'est-à-dire que le dispositif que nous avons mis en place dans une période qui était aussi une période favorable, où la croissance était là, que ces aides sociales n'ont pas permis à ceux qui en bénéficiaient de sortir de la précarité. Donc, que l'on rediscute pour avoir des aides sociales plus efficaces qui permettent aux Français de quitter cette zone difficile. Pourquoi pas? Encore faut-il voir qu'est-ce qu'on va proposer et en quoi elles ne sont pas efficaces. Que le gouvernement s'interroge sur l'efficacité de l'argent public. C'est bien, moi-même, en tant que responsable d'une collectivité, de l'argent public, moi j'ai 300 millions, tous les jours je m'interroge sur l'efficacité de nos actions. Et je crois que c'est le devoir de ceux qui utilisent l'argent public, bien se poser la question et ne pas continuer à faire les choses uniquement parce que ça se faisait, en oubliant que ça se faisait dans un certain contexte, que le monde change et qu'il faut adapter le dispositif. Donc vous gardez votre confiance pour l'instant dans le gouvernement d'Édouard Philippe?
Je garde ma confiance dans la nécessité de faire des réformes, même si elles sont impopulaires et difficiles. Je pense qu'elles Vous croyez toujours que la jambe gauche va avancer? Oui, je pense et je veux, et je verrai dans 2 ans si les choses se passent pas, et je pense qu'il faut qu'elle avance. Vous laissez 2 ans, ça veut dire en 2020, vous serez où? Vous ferez quoi? Je serai à La Réunion, j'espère en forme. Je cultive ma forme. Dans 2 ans, je serai toujours yoga et méditation tous les matins. Ouais, à 5h du matin, et j'invite très sérieusement. Et donc ça vous emmène en pleine forme en 2020. En pleine forme. 2020, 2021, 22. 20, ça veut dire 20, ça c'est peut-être éventuellement les élections municipales. Vous serez candidat de nouveau. Je pense que je serai présent. De nouveau, bien sûr, si je suis en forme, il n'y a aucune raison que je ne sois pas présent. Mais après les municipales, c'est dans la foulée, il y a les départementales, les régionales et il y a les nationales. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est là, où est-ce que vous pensez que vous serez le plus efficace? Non, on va présenter ça autrement. Moi, je veux être efficace là où je peux aider mon mouvement, mon équipe à avancer, à gagner. Comment? Et à votre avis, ça sera où? Je vais en discuter avec mon équipe. Je serai là où mon équipe souhaite que je sois. Non, parce que c'est très tôt. Pour l'instant, je veux réussir. On sait que les campagnes commencent tôt. Oui, mais moi, je veux bien finir. Là, j'ai des beaux projets à terminer. Je suis en train de me battre pour les terminer. Et je pense qu'avec un bon bilan, une bonne équipe, on pourra envisager les échéances dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je perds. Mais je serai au service de l'équipe. Vous pensez que le Parti socialiste peut reprendre la région? Je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'il faut s'occuper d'abord des municipales. La région viendra en son temps. Un mot rapide, je sais que ça mériterait une émission entière, mais sur la réforme constitutionnelle qui va commencer à être examinée demain en commission des lois, vous êtes pour la suppression de l'amendement Vira-Poulet? Ah oui, totalement. Moi, je suis d'accord avec ceux qui ont présenté une motion, un amendement, avec Éric Cabarèche, bien sûr, Bello, Monsieur Lorion, si j'ai lu sa déclaration dans la presse aujourd'hui. Je crois qu'il faut arrêter de parler d'amendement. Il faut permettre aux Réunionnais d'adapter largement. Donc, cet amendement qui verrouillait... Mais Jean-Paul Vira-Poulet dit on peut déjà faire. Non, Jean-Paul Vira-Poulet, il dépend, forme d'honneur, d'amour propre, il devrait tourner la page. Ça, pour moi, je ne discute pas ce qu'il a fait il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus de raison d'être. Aujourd'hui, le pouvoir d'adaptation doit être le plus large possible. Or, il verrouille l'adaptation sur, je dirais, le champ de compétences de l'État. Et ça, c'est une erreur. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais ont ce pouvoir. Les Réunionnais doivent l'avoir, puisqu'il est soumis, bien sûr, à une validation de l'Assemblée. Donc, il n'y a aucun risque. Et il faut faire sauter cet amendement qui n'a plus de raison d'être, qui est de mise. Et ça, pas sûr que le gouvernement vous suive, là. Mais j'espère qu'il me suivra, parce qu'il serait en opposition avec ce qu'il dit. Le gouvernement répète qu'il veut que les territoires aient la possibilité d'adapter pour être efficaces. Donc il faut qu'il enlève cet amendement, qu'il remplace. Alors je ne parle pas d'enlever l'amendement, je pense qu'il faut qu'il remplace en autorisant les adaptations sur les champs de compétences des collectivités locales et sur le champ de compétences des compétences de l'État. Un mot très rapide. Je sais que vous êtes un amateur de football. Vous suivez la compétition actuellement. Oui, un pronostic, je pense que la France a une équipe pour arriver en quart de finale. Quart de finale. Bon, d'accord. On suivra ça. On verra ça dans 2 minutes. 3 minutes maintenant, les infos. Et puis ensuite, c'est Elodie qui vous accompagnera demain matin. À 7h, c'est Didier Fauchard, le patron du MEDEF, qui sera l'invité de Philippe Dornier. Et puis demain soir, il n'y a pas d'émission puisqu'il y a foot demain soir, justement. Bonne soirée à vous.